Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer comme cela, selon la phrase habituelle, se fera venir les retardataires. On a une session en ce début d'après-midi qui peut être très large et très sympa, qu'on a nommé aux marges, pas aux marges, etc., mais aux marges, pour nous sortir un peu de ces structures parfois bien installées dans lesquelles on peut parfois aussi se fonctionnariser et plus savoir finalement ce qui existe quand on ne le voit pas. Donc ça c'est un peu pour le cadre, j'ai envie de dire d'échapper un peu déjà à nos structures bien en place maintenant, depuis quasiment 2006, et le plan national addiction d'avril 2006 élaboré par Jacques Chirac. On a plusieurs intervenantes prévues qui vont essayer justement de sortir du cadre. On a Quentin Dubourg, qui est au sein du groupe SOS, avec le projet FRAP. Je te laisse te démerder avec cet acronyme-là, hein, surtout en cette période difficile. Mais en tout cas, j'ai compris l'idée fondatrice et j'espère que tu pourras justement nous la transmettre parce qu'il s'agit des méthodes pour diffuser la philosophie et les moyens de réduction des risques dans les structures d'accueil, d'hébergement et d'insertion, hein, et notamment auprès de personnes qui ne sont pas usagères des structures addictologiques que j'évoquais initialement. Pascal Estekahandi, ou Kahandi, donc de la DIAL, hein, tout le monde sait ce qu'est la DIAL. Alors très bien, donc la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, et elle est coordinatrice, Pascal, coordinatrice nationale d'un Chez Soi d'abord. Je crois que ça a été la DIAL créée en 2010, et le Chez Soi d'abord, Pascal, ça a été créé en quelle année? Le projet 2017? Parfait. Donc là, on parlera finalement de l'accompagnement des personnes en situation de grande marginalité. Et là, on pourra se décentrer, en effet, encore une fois, de la dictologie classique. Avant de passer donc la parole en 3, et je vous le répète, vous aurez 15 minutes chacun, pas une seconde de plus, évidemment. Passer la parole en 3e à Pierre Chapard, que beaucoup connaissent, président de Psychoactif, chef de service de XAPA également. C'est toujours un plaisir de retrouver Pierre, parce que là aussi les années défilent. Et je sais, et nous savons tout le travail que tu as effectué. Et de ce fait, avec ton expérience et même ton overview, quel est le travail en quelque sorte anti-stigmatisation des usages et des usagers de ce fait, hein, c'est l'éternelle histoire de la guerre à la drogue qui s'est dévoyée en guerre aux drogués, que tu mènes, et comment donc intégrer les pratiques d'usage pour en réduire les risques, en ne niant pas, n'en déplaise à certains, les fonctions positives initiales, voire même les fonctions positives chroniques pour certains, et d'éviter de généraliser. Alors, quand il a été question de présider cette séance, on était parti sur l'idée justement un peu de sortir du cadre et de se dire est-ce que tous les usagers nécessitent au fond un accompagnement, et me souviens pour ça de 2 phrases très différentes dans le temps et dans l'intonation.
une phrase que vous entendez souvent prononcée par les addictologues et d'autres, mais qui nous plaît assez, qui est « les addictions nous concernent tous ». Quand on essaye d'attirer un peu d'attention et pas être simplement la 5e roue du brancard sanitaire, les addictions nous concernent tous, directement ou indirectement, ce qui frôle le pléonasme pour le directement, indirectement. Mais voilà, est-ce qu'au fond, on entend bien ce que ça veut dire? Parce que en France, addiction englobe normalement usage, abus, dépendance, hein, comme les 3 épisodes d'un feuilleton. Un épisode n'entraîne pas forcément l'autre, et addiction est souvent entendue au sens de dépendance. Or, il y a beaucoup d'usagers qui ne sont pas dépendants, ou alors qui sont dépendants sans la perte de contrôle définie dans la dépendance de l'addiction à la française. Où sont ces usagers, même dépendants, qui n'ont pas recours aux structures que chacun représente ici, et en ont-ils vraiment besoin? Est-ce une insuffisance? Est-ce une nécessité? Combien sont-ils? Je repense à des vieilles études américaines qui montraient par exemple que 85% aux États-Unis, hein, évidemment, 85% des usagers de cocaïne ne s'adressaient jamais à une structure addicto, quoi, ou équivalent, quoi, pour des raisons diverses, y compris de stigmatisation et de conséquences que vous imaginez d'ailleurs. Donc, d'essayer peut-être entre nous de voir quels sont ceux qu'on ne voit pas, quoi. Également qui ne viennent pas, et est-ce qu'ils devraient venir, ou comment diffuser des informations en supposant qu'ils en aient vraiment besoin, au moins sur 2 domaines qu'on voit bien sous-estimés dans les conséquences dommageables des usages chroniques, l'alcool et le cannabis, ne serait-ce que parce que le cannabis continue d'être avec combustion, continue d'être fumé, quoi. Donc, de voir un peu cet aspect-là, et j'en finirai avec la deuxième phrase qui m'avait vraiment marqué. Il y a bien longtemps, on commençait à s'occuper de l'intersection sida-toxicomanie, donc 1984, bientôt 40 ans, moi, médecin interniste, j'essayais de voir les grands, non pas addictologues de l'époque, mais les grands toxicomanologues ou les grands papes de l'école, de l'époque, pardon, et de l'école aussi d'ailleurs. Mais et j'étais allé voir Didier Touzeau, et je lui ai dit, tu sais, là je m'occupe vraiment, j'ai beaucoup d'héroïnomanes, sidéens, qu'est-ce que je fais? Et Didier m'avait répondu, ne t'inquiète pas, William, le toxicomane, comme on disait à l'époque, donc le toxicomane arrive avec son diagnostic et son traitement. Tu n'as qu'à l'écouter. Je lui ai demandé dans ces cas-là pourquoi ils venaient vraiment, si c'était juste au fond pour l'ordonnance et si c'est un problème de législation. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on faisait, nous, de tous ceux qu'on voyait arriver avec le sida, qui n'avaient jamais consulté. Donc on rejoint peut-être que le toxicomane arrivait avec son diagnostic et son traitement, mais il n'était pas forcément, et les médecins peuvent le dire, parce qu'ils se font toujours leur diagnostic et leur traitement, et c'est la même catastrophe hein, dans tous les domaines de la médecine ou presque, et on ne peut pas dire qu'ils faisaient des bons diagnostics, des bons traitements toujours, même s'il y avait des recettes qui étaient échangées, mais surtout, là aussi, qui étaient ceux qui n'arrivaient pas avec leur diagnostic et leur traitement. C'est ce qu'on va essayer d'approcher hein, en se décentrant un peu, justement, comme je l'ai dit au début. Et pour commencer, c'est Quentin Dubourg qui s'y colle. Donc tu nous rappelles un peu ce qu'est le projet FRAP au sein de SOS Addiction, excuse-moi, au sein du groupe SOS. C'était forcé que je la fasse. Merci beaucoup, William. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de l'invitation, c'est un peu impressionnant pour moi. Donc pour me présenter, en effet, Quentin Dubourg, je suis responsable du développement et des projets du groupe SOS Solidarité, notamment sur l'addiction, et coordinateur, surtout pour lequel je suis là, du projet FRAP dont on va pouvoir parler. Le groupe SOS, d'abord, pour le présenter pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un très grand groupe associatif
en France, qui rassemble à peu près 650 établissements et services dans on va dire 9 secteurs d'activité qui vont de la santé à la transition écologique, en passant de la culture, de l'insertion et de la protection de l'enfance et de l'action sociale et médico-sociale. Son secteur solidarité, que du coup j'ai le plaisir et l'honneur de représenter aujourd'hui, c'est 250 établissements et services qui représentent environ chaque année 80 000 bénéficiaires par an et 4 500 personnes employées, salariées. Le secteur solidarité, il y a plusieurs branches et c'est aussi ce qui peut nous permettre aujourd'hui de parler et qui a permis aussi la création des projets dont on va parler aujourd'hui. Plusieurs branches autour de l'hébergement, et du coup de l'accompagnement des personnes les plus précaires, de l'asile, donc des personnes migrantes, de l'addiction. Le pôle du coup addiction du groupe SOS, et c'est un peu là où SOS vient, dans les années 80, vient de la prise en charge des toxicomanes et aussi de la prise en charge des malades du sida, donc qui s'est créé dans les années 1984. Donc le pôle addiction aujourd'hui du groupe SOS, Solidarité, c'est environ 50 structures sur l'ensemble du territoire français, donc XAPA et Carude principalement, et plus de 15 000 personnes accompagnées chaque année par ces structures-là. Il y a aussi dans Scène Solidarité des activités justice, sur la question par exemple notamment de la radicalisation, de la prévention de la radicalisation, des activités handicap, des activités santé communautaire aussi, et bien évidemment toujours les activités autour du sida. Sur le groupe SOS justement, et d'où on en est venu à quelque chose comme le projet FRAP. Donc FRAP, c'est en effet un nom particulier dont les initiales veulent dire former, réduire les risques, accompagner et prévenir. Et pour vous l'introduire, d'abord parler du contexte de l'apparition et de la création de ce projet-là. Donc il s'agit donc d'un appel à manifestation d'intérêt lancé il y a 2 ans, en 2021. Fin 2021, par le Fonds de lutte contre les addictions et la direction interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement, la DIAL, pour justement améliorer finalement la prévention, la réduction des risques des conduites addictives des personnes les plus précaires accueillies et accompagnées dans les établissements du secteur de l'accompagnement, de l'hébergement et de l'insertion, donc tout ce qui est CHRS, CHU, pension de famille, maison relais, et bien sûr accueil de jour et d'autres types de structures. Il s'agissait d'un appel à projet lancé juste après le confinement, la période Covid, voilà, et où beaucoup de professionnels, que ce soit du secteur de l'addicto ou du secteur de l'AHI, avaient en fait finalement presque été forcés d'innover vis-à-vis du confinement sur finalement l'accueil inconditionnel des personnes et aussi des nouvelles postures autour de l'autorisation de la conso, de la réduction des risques de la conso dans une dynamique finalement de protection. Et donc cet appel à projet venait finalement d'une certaine façon soutenir cette démarche et pouvait permettre de la structurer et de structurer ce dialogue et cette interconnexion entre les deux secteurs. Du coup, nous avons eu le plaisir de répondre à cette AMI et de déployer un projet, donc le projet FRAP sur 2 ans. Mais avant de parler du projet FRAP, je voulais dire aussi que ce projet il s'inspire de plusieurs petits projets, de choses qui ont été menées, notamment au sein du groupe SOS Solidarité, autour de la réduction des risques, qui est quand même quelque chose, on va dire, identitaire dans la philosophie du groupe SOS depuis ses débuts. Il y a aujourd'hui un projet national comme FRAP, mais également auparavant un projet qui était plutôt aussi sur la protection de l'enfance, les structures ASEPJJ, notamment PACA, qui s'appelait Arpège, duquel on s'est inspiré, qui permettait une action à la fois conjointe auprès du public et auprès des jeunes, mais également auprès des professionnels, avec l'ambition de finalement transformer, ou en tout cas conduire le changement dans le secteur là, de la protection de l'enfance, afin de permettre des premiers gestes addictos et de faciliter finalement des orientations plus qualitatives et une meilleure interconnexion avec le secteur de l'addictologie. Donc on s'est inspiré de ça, on s'est inspiré aussi d'autres projets portés plus localement par des XAPA. Aujourd'hui, plusieurs XAPA du groupe SOS mènent des projets autour de la réduction des risques tabac, que ce soit le XAPA Casanova à Marseille. Il y a aussi des choses qui ont pu être menées auparavant sur plutôt l'Île-de-France autour de la réduction des risques tabac et le secteur du handicap. Voilà, il y a aussi autour de la réduction des risques alcool des collaborations anciennes qui ont pu être menées sur le territoire de PACA et des choses qui ont pu être menées. Et en fait, on a un peu rassemblé ces différentes choses et le fait d'avoir des expertises qui se croisent au sein du groupe SOS Solidarité sur ces différents champs amène à la mise en place de projets comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui et dont je vais vous présenter aussi des premiers résultats un peu intermédiaires, des premières observations qui sont liées. Donc sur le projet FRAP, donc, qui concerne le secteur
de l'AHI, de l'accueil, l'hébergement et l'insertion, et son interconnexion avec le secteur de l'addicto. C'est un projet du coup qui accompagne sur 3 régions depuis fin 2021 et surtout dans les établissements depuis 2022. Sur 3 régions, donc en Normandie, sur l'Eure et la Seine-Maritime, en PACA sur principalement les Bouches-du-Rhône, mais donc autour de Marseille, et dans les Alpes-Maritimes sur Nice, et en Occitanie autour de Montpellier et autour de Nîmes. Donc c'est un projet, c'est des personnes, et donc je les salue, ils sont juste ici, et donc je me fais moi le porte-parole. Je ne suis pas, je tiens à dire, un expert de l'addicto. Je pense que le choix aussi qui a été fait était justement de ne pas, le but n'est pas de valoriser une expertise addicto, une expertise de l'hébergement. Il s'agissait de mener un projet de conduite du changement et de dialogue entre les 2 secteurs. Et du coup, les personnes qui ont été recrutées dans les équipes et qui sont sur les territoires représentent aussi ces 2 secteurs-là. Ils viennent du secteur de l'AHI, ils viennent du secteur de l'addicto. Ils forment des binômes qui sont mis à disposition des établissements du secteur de l'AHI. Donc au niveau national, sur les 3 régions dont je vous ai parlé, ça représente environ 45 établissements qui sont accompagnés, environ 500 professionnels et plus de 2000 personnes du coup qui sont accueillies et aussi du coup hébergées dans ces établissements-là. Ils sont mis à disposition de ces établissements. Ça représente environ 40% d'établissements qui viennent du groupe SOS Solidarité, mais plus de 60% sont des partenaires extérieurs, des partenaires externes sur chaque territoire, que du coup nous accompagnons sur la prise en compte finalement de l'addictologie dans leur accompagnement au quotidien de ces personnes-là. Pourquoi aussi l'intérêt de ce sujet-là? Peut-être aussi pourquoi le faire au-delà du contexte de l'AMI, au-delà du confinement. C'est que il y a bien sûr des enquêtes qui étaient parues, notamment sur le profil des personnes qui arrivaient en CARUD et qui montraient ces dernières années on va dire une augmentation de la précarité des personnes qui venaient, ces sujets-là. Il y avait aussi des nombreuses études qui ont pu être faites sur le tabac, sur l'alcool, et la prévalence de ces consommations chez les personnes les plus précaires. Ce matin, je pense que le discours d'ouverture aussi du professeur Deville a montré la question des inégalités sociales de santé et à quel point les liens entre précarité et addiction étaient importants. Donc, du coup, c'était aussi tout le sens de mener ce type de projet. Au bénéfice finalement de ces personnes qui sont éloignées, donc qui sont pour le coup repérées, accompagnées dans leurs droits, dans leur santé, par les établissements de l'AHI au quotidien, finalement, de ce que ne fait pas le secteur de l'addicto, et le secteur de l'addicto, malgré bien sûr des dispositifs d'aller vers, des consultations avancées, était finalement dépendant dans le soin des capacités d'orientation, de repérage des professionnels et des structures dans ces secteurs-là. Donc tout le but du projet FRAP, c'est finalement de faire monter en compétences les professionnels de ces établissements-là sur les bases de l'addicto, c'est-à-dire des premiers messages par exemple de prévention autour de la santé classique, autour du repérage, surtout du parler autrement, la levée du tabou autour des consommations qui était un vrai sujet. Il faut dire que sur les 45 établissements que nous accompagnons au niveau national, il n'y avait plus de 85% qui interdisaient par exemple la consommation d'alcool dans les lieux collectifs, et que du coup le fait de l'interdiction dans ces lieux-là ne permettait pas de parler consommation, ou alors la seule accompagnement qu'il y avait était plutôt tourné autour de la sanction. C'est des choses du coup que nous adoptons bien sûr aux volontés des établissements, mais nous essayons de changer ça en faveur de l'accueil inconditionnel, de posture autour du rétablissement. Donc, qu'est-ce que concrètement on fait, aussi les observations que l'on fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qui existe encore aujourd'hui, qu'est-ce qui existait auparavant, et sur quoi on s'appuie dans la complémentarité avec le secteur de l'addicto, c'est qu'il y avait des consultations avancées qui sont tournées directement auprès des usagers et des résidents dans ces établissements-là. La nouveauté en fait finalement avec FRAP, et en complémentarité avec ce qui peut être fait dans des consultations avancées, c'est que FRAP va plutôt être tourné côté professionnel, et donc va finalement changer, on va dire, l'environnement de ces personnes qui sont souvent très éloignées du soin, qui ont eu des parcours notamment de consommation très intense et ont pu vivre des échecs de sevrage, ont pu être orientés et vivre des échecs de sevrage, et continuer comme ça dans une boucle à être orienté. Donc ce que l'on essaie de voir, c'est qu'est-ce que la réduction des risques, notamment, si on l'intègre dans les pratiques des pros du social plus largement, qu'est-ce que ça pouvait changer, qu'est-ce que ça peut changer pour le parcours de soins des personnes, et comment on peut travailler ce parcours de soins autour de l'alternative que représente la réduction des risques, et qui, au même titre que le sevrage, était une solution de soins, un parcours de soins à structurer,
autour notamment de l'alcool. Donc ça, on va en parler, mais parce que l'alcool était, bien évidemment, quand on interrogeait les directions d'établissement, la substance qui posait le plus de problèmes finalement dans la gestion du collectif et qui avait qui était très présente et posait de graves problèmes de santé pour les personnes. Concrètement, du coup, par rapport aux consultations avancées, c'est donc on se tourne vers les pros et on a mis en place, avec du coup le soutien du Fonds de lutte contre l'addiction, de la DIAL, mais également de la Fédération Addiction, et on est toujours en coordination également avec la Fédération Addiction, la Fédération des acteurs de la solidarité, mais également la Croix-Rouge française qui ont aussi porté des projets à échelle nationale dans le cadre de SAIT-AMI pour porter une vision commune finalement de ce que l'on pouvait faire. Concrètement, il s'agissait en fait d'allier de la formation de pros, aux connaissances de base en addictologie, mais de la formation ensuite qui pouvait permettre d'être continué en situation. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas juste d'apporter des bases théoriques, il s'agissait que les chargés de projets FRAP, qui sont mis à disposition des établissements, puissent accompagner les pratiques de repérage, de levée du tabou, de réduction des risques dans les établissements, et donc que ce savoir théorique soit mis en pratique. La mise en pratique et l'accompagnement de ces pratiques-là à deux niveaux, on l'a pensé à deux niveaux, une échelle plutôt collective avec de la fabrique de la pratique, des groupes d'analyse de la pratique où les personnes, les professionnels pouvaient venir avec des situations qu'ils rencontraient, mais également à une échelle un peu plus individuelle avec des modalités qu'on a appelé des entretiens accompagnés, c'est-à-dire il s'agissait pas pour les chargés de projet FRAP d'assurer l'accompagnement addicto des usagers comme on peut le faire en consultation avancée, mais de proposer aux professionnels volontaires et qui ont envie de s'essayer de comment prendre en main des premiers entretiens addicto où le but est finalement la levée du tabou, parler conso, dans une posture qui soit non jugeante et qui permette finalement d'enrichir la relation d'accompagnement global de la personne. Et donc du coup, les chargés de projet FRAP font ça toujours en partenariat et en présence d'un professionnel de l'établissement référent et qui s'occupe qui accompagne la personne en question. Donc ça, c'était les deux modalités d'accompagnement des pratiques. Et ensuite, pour amener collectivement l'institution et les équipes à intégrer ces pratiques-là dans le long terme auprès de ces personnes qui n'allaient pas souvent, ou en tout cas qui avaient des échecs dans le soin en addictologie. Il y a deux volets. On a pensé à monter des petits projets dans chaque établissement autour de la réduction des risques, et principalement autour de l'alcool et du tabac toujours. Donc ça peut être l'organisation d'autonomie par exemple d'un mois sans tabac, ça peut être des campagnes d'affichage, de bruit de fond autour de messages de prévention, mais également en fait finalement aller jusqu'à l'autorisation de la conso dans les espaces collectifs et de comment on pense cela pour mettre les professionnels dans une posture de réduction des risques et changer les règlements de fonctionnement, les livrets d'accueil. 3 minutes, d'accord. Et du coup, donc, on a fait ça. Aujourd'hui, je vais vous partager du coup des petits résultats, on va dire, intermédiaires. Là où il y a eu des impacts, en tout cas, assez importants, c'est que quand on a interrogé les pros et le projet se terminera, l'évaluation d'impact final sera publiée, notamment les diagnostics qui ont été faits dans chaque établissement plutôt l'année prochaine, en partenariat avec la FA et la FAS. On a plus de 57% des pros qui déclarent une forte montée en compétences, voire très forte, sur le fait d'aborder les usages qui ne se faisaient pas avant. Ça, c'est le point important. Et ensuite, plus de 69% qui déclarent avoir augmenté l'intérêt des pratiques de la réduction des risques dans leur accompagnement. Aujourd'hui, donc, on continue d'accompagner ces établissements-là. Et par rapport aux observations, et pour conclure de ce qui est fait, on pourra l'occasion d'y revenir, je pense, sur tous les sujets, il y a plusieurs choses que l'on peut dire. Premièrement, aujourd'hui, il y a des difficultés, notamment dans le partenariat avec le secteur de l'addictologie. Travailler sur l'accueil inconditionnel, sur l'approche rétablissement dans le secteur de la HI, en fait, c'est pas spécialement facile quand cela n'est pas suivi des faits ou n'est pas suivi derrière dans le parcours. De la même chose dans le secteur de l'addictologie et qui est assez, notamment, loin parfois d'être exemplaire sur, par exemple, les seuls consommateurs d'alcool qui ne sont pas toujours pris en charge. Et donc, ce parcours de soins était compliqué, mais je pense qu'on y reviendra. Il y avait également le fait que pour adapter pour créer un parcours de soins sur ces sujets-là, vraiment pour des personnes éloignées autour de la réduction des risques, il faut aussi amener les structures à adapter leurs procédures. Donc quand on entend, quand la question posée est tous les usagers ont-ils besoin d'accompagnement, intuitivement, et je pense que je me fais le porte-parole de l'équipe, c'est non, pas spécialement. Il s'agit de susciter déjà l'adhésion à un projet de soins, il s'agit de susciter un désir, mais surtout, c'est tous les accompagnements n'ont pas tous les besoins d'accompagnement ne sont pas aujourd'hui satisfaits, on va dire, par le secteur de l'addictologie qui, finalement, dans ses procédures de soins aujourd'hui, ne s'adaptent pas toujours à l'ensemble des publics qui en sont éloignés. Et puis, les dernières observations également, c'était que sur la question de la consultation et de comment on peut la penser et comment amener ces personnes-là, ce matin, le professeur Deville parlait des non-lieux, et donc dans le cas des espaces publics où ces personnes qui sont en grande marginalité peuvent vivre, etc. Finalement, les propositions qui est faite est soit de l'accompagnement du soin
dans l'institution que représente le XAPA ou potentiellement le CARUD, soit des consultations avancées dans ces lieux, etc. Il peut aujourd'hui y avoir des alternatives, des pensées sur des lieux alternatifs dans lesquels les personnes sont incluses. Parler conso en fait avec une personne, par exemple dans un bar, une personne consommatrice peut être une solution et peut amener directement. Voilà. Donc ça, c'est des choses que l'on aime voilà, envisager. Et puis surtout, mais ça, je pense qu'on y reviendra, c'était la question de la réduction des risques alcool, et donc qui aujourd'hui se structure, que ce soit avec l'association Santé ou avec Mathieu Fiolaine. Finalement, elle nous permet quelque chose, c'est de penser la réduction des risques non pas seulement sous le prisme de l'outil, seulement sous le prisme du support, mais uniquement, et peut-être on recentre sur l'outil même, sur la posture professionnelle. Et travailler sur des postures professionnelles autour de la réduction des risques, c'est quelque chose qui peut être partagé à l'ensemble du secteur social et médico-social, et finalement de créer cette interconnexion avec la dicto pour qu'il y ait des orientations plus qualitatives et pas plus quantitatives. Le but, c'est pas d'augmenter les files actives des XAPA, c'est justement finalement ce que l'on cherche à faire, c'est de les réduire pour que des premiers gestes soient pris en charge par le secteur de la HI et demain dans d'autres champs, que ce soit le handicap, l'asile ou d'autres. Voilà. Merci Quentin. Il y aura sûrement une... On se garde le temps, justement, là, je tyrannise tout le monde pour qu'on puisse se garder le temps sur les échanges et peut-être sur la précision, parce que tu l'as évoqué très rapidement, de ce que certains appellent les premiers secours. En addictologie ou en santé mentale, toi, tu as dit les premiers gestes. Donc, si tu veux bien, tu nous diras ce que sont les premiers gestes en addictologie, puisque c'est l'expression que tu as employée. Pascal, alors, j'ai oublié, c'est Este Khahendi ou Este Kahandi, la deuxième. Pascal, est-ce que tu veux rester assise ou assise? Ouais. 15 minutes, Pascal, Merci. pour que tu nous dises tout sur un petit chez-soi vaut mieux qu'un grand... Non, un petit chez-soi d'abord. Merci. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Les liens de la DIAL et de la Fédération Addiction sont des liens anciens. C'est avec un certain nombre d'entre vous qu'on a porté le programme Un chez soi d'abord. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais parler d'un autre programme, mais qui est aussi issu des modalités et des principes du chez soi d'abord. Vous dire déjà ce qu'est la DIAL très très rapidement, c'est une délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. C'est quoi cette chose-là? Ça a été créé en 2010 pour avoir une vision finalement transversale et interministérielle des questions d'accompagnement des personnes qui sont à la rue. Donc l'idée, c'était d'arrêter de tronçonner, mais de se dire finalement la problématique, elle est complexe, et si on veut répondre à une problématique complexe, il faut mettre en gros l'ensemble des intervenants autour de la table. Donc la DIAL s'occupe d'hébergement, d'accès au logement, mais aussi de la question des gens du voyage, de la question des bidonvilles, du logement des réfugiés, et puis aussi de ce qu'on appelle la SILPI, c'est-à-dire les travailleurs immigrés, les anciens foyers Sonacotra. Le principe dans tout ça, c'est effectivement d'arrêter le principe de l'escalier, c'est-à-dire dire il faut que les gens fassent la preuve qu'ils sont capables d'être logés en passant par différents hébergements pour in fine arriver au logement. Et là, c'est l'inverse, c'est finalement d'avoir une position pragmatique, de dire c'est dans le logement, en fait on est sur une position de développement du pouvoir d'agir, c'est dans le logement qu'on va accompagner les personnes, et c'est là qu'on va travailler autour de leurs compétences et justement où ils pourront développer leur pouvoir d'agir en action. Donc c'est le principe du housing first, du logement d'abord, sur lesquels repose le chez-soi, mais c'est la même chose sur l'emploi d'abord, le working first, quelle que soit la terminologie, qu'elle soit francophone ou anglophone. Donc c'est en situation finalement que les compétences se développent et qu'on les accompagne. Donc Quentin en a parlé au moment de la question, quand il y a eu le confinement, il a fallu héberger tout le monde, mettre les gens à l'abri. On était d'une certaine façon logés tous à la même enseigne, et des personnes qui d'habitude n'allaient jamais dans des dispositifs ont été hébergées. Et donc là, la DIAL a travaillé aussi un certain nombre de recommandations qu'on a fait valider en cellule interministérielle et donc auprès aussi du ministère de l'Intérieur. Donc c'est ça qui était intéressant, de pouvoir autoriser la consommation
consommation dans les lieux, puisqu'en fait, si on voulait que les gens restent, il fallait évidemment s'adapter à ce qu'ils étaient, et notamment au fait qu'ils consommaient. Et donc ça, c'était intéressant parce que ça a été le démarrage de quelque chose, donc de ce projet dont Quentin vous a parlé, puis d'un autre projet qui s'appelle une AMI aussi, redis-moi AMI, appel à manifestation d'intérêt, pardon, pour accompagner des personnes en situation de grande marginalité dans des lieux d'hébergement ou de logement innovants autour d'une dimension collective. Alors souvent sur les dispositifs Un chez soi d'abord ou le logement d'abord, la dimension collective c'est un peu un impensé, et on a parlé de la solitude ce matin. Et là, l'idée, c'est de regarder deux choses. L'impact du chez-soi, qui n'est pas forcément un chez-soi logement, mais qui peut être quand même un chez-soi hébergement avec sa clé. Donc cette dimension du chez-soi et la dimension du collectif. Donc on a une quarantaine de projets. Donc il y a un certain nombre d'acteurs dans cette salle qui portent ces projets-là. C'est réparti dans une quarantaine de villes en France, y compris dans les territoires ultramarins. Il y a plus de 1000 personnes qui sont accompagnées. C'est 15 millions d'euros de fonctionnement et 7 millions d'investissement. Et donc, c'est un projet qui est un projet expérimental. L'évaluation va arriver en 2024, à la fois quantitatif et qualitatif. Donc ça, c'est important aussi d'avoir les deux, de pouvoir éclairer les chiffres pour donner finalement des recommandations sur qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas et qu'est-ce qui marche pas, quoi. Donc, sur cette position très pragmatique. Donc, c'est quoi? C'est de dire, il y a des personnes, et ça fait, voilà, c'est ces personnes dont on parle en situation de grande précarité, finalement, pour qui l'ensemble des dispositifs ne répondent pas. Soit parce qu'ils ont des comportements, ils peuvent avoir des animaux, enfin peu importe, qui finalement ne rentrent pas dans les normes classiques des lieux d'hébergement ou d'accueil. Soit parce qu'ils ont des souhaits de mode d'habiter qui ne correspondent pas non plus à ce qu'on propose habituellement. Donc là, c'était dans cette AMI, l'idée, c'est d'avoir à la fois une collectivité territoriale et puis une association qui répondent ensemble pour avoir un lieu, un foncier, dans lequel on peut avoir soit de l'habitat modulaire, des tiny houses, soit des maisons qui sont préemptées sur le territoire et pendant quelques années qui sont mises à disposition de l'association, soit du logement diffus dans la cité, avec des modes d'accompagnement, c'est ça qui est intéressant bien sûr, c'est l'accompagnement qui va avec, autour du rétablissement en santé mentale, de l'approche par les forces, de la réduction des risques et des dommages bien sûr, et toujours en étant sur cette dimension de la compétence des personnes. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans le chez-soi, c'est que finalement les gens ont des compétences, et c'est en travaillant à partir des compétences et des forces qu'on peut améliorer les choses. C'est-à-dire si on appuie toujours là où ça fait mal, finalement ça marche pas. Mais si on est sur cette dimension où on renforce le positif en étant à côté de la personne, donc c'est de l'aller vers, mais c'est même être à côté, c'est être avec et ne pas lâcher, sans être coercitif bien évidemment, et c'est ça que cherche ce projet. Donc ça a démarré il y a 3 ans à peu près. La difficulté très souvent ça a été le foncier. Parce que le lieu est vraiment important et l'endroit où ça se déploie est vraiment très important. C'est des projets très systémiques, hein. Donc il y a aussi le lien avec l'environnement. Enfin, tout ça est assez subtil. Et comme dans le chez-soi, finalement, quand ça marche, c'est puissant. En fait, on se rend compte de ça. Parfois, ça ne marche pas pour tout le monde. Dans le chez-soi d'abord, ça marche pour 8 personnes sur 10. On ne sait pas a priori pour qui ça ne va pas marcher. Mais quand ça ne marche pas, on essaye autre chose. Mais quand ça marche, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très, très, très puissant. Donc, l'intérêt finalement côté des produits, on va dire de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune obligation, évidemment, pour les personnes d'arrêter les consommations. Ce n'est pas ça l'objet, ni de se soigner s'ils ont des troubles de santé mentale. Mais c'est bien les accompagner. Donc, besoin d'accompagnement, oui, mais avec un pas de côté sur un certain nombre de choses. Et puis, c'est des projets modestes, hein. Il faut toujours être modeste dans ces cas-là. Mais l'idée derrière, en tout cas, côté de la Dial, c'est que ça puisse essaimer et que ça puisse aussi donner envie et montrer. Enfin, c'est pour ça que ces projets aussi que tu viens de décrire sont intéressants, c'est-à-dire faire bouger aussi sur les secteurs de l'AHI et pourquoi pas sur l'addicto, finalement. Voilà. Alors, pour cette présentation, en fait, j'ai interrogé quelques acteurs qui
sont sur le terrain, parce que moi, j'y suis plus depuis longtemps, pour vous donner des éléments un peu de résultats. Alors, c'est pas du résultat quantitatif du tout, mais c'est des éléments un peu qualitatifs. Finalement, le chez-soi, qu'est-ce que ça fait sur la question des consommations et des troubles liés aux consommations, et puis le collectif. Alors, sur le chez-soi, en fait, ce que disent certaines équipes, et encore, c'est à moduler, parce que j'ai pas interrogé tout le monde, donc voilà, mais globalement, c'est que souvent, quand les gens arrivent, il y a vraiment un désir de réguler la consommation. Ils se posent et quelque chose se fait autour de ça. Certains y arrivent, d'autres non, mais en tout cas, c'est quelque chose qui apparaît assez vite. Et il y a des outils qui sont intéressants, c'est tous les outils côté XAPA ou Carude qui font la démarche d'aller vers. Certains disaient, par exemple, ils font des petits déjeuners, alors soit avec des équipes d'aller vers, y compris avec, par exemple, l'équipe mobile psychiatrie précarité. Donc, c'est des choses que vous connaissez, c'est-à-dire l'équipe se pose, on fait un petit déjeuner ensemble, et puis on discute et quelque chose peut se passer. Et donc, une équipe me disait d'ailleurs que dans ce cadre-là, il y a une dame qui a eu envie d'arrêter de fumer et elle est dans une démarche d'arrêt du tabac qui, quand même, est assez exemplaire. Voilà, c'est quand même souvent dans le secteur de la HI, on dit oui, mais bon, ils fument finalement. Ils ont que ça, donc pourquoi pas. Je caricature, mais souvent c'est ça. Et donc, du coup, je trouvais intéressant que même sur cette dimension, ça puisse être travaillé. Un autre point, parce qu'on travaille en partenariat avec les dispositifs Premières Heures sur l'emploi. Et ça, c'est un outil très puissant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens vont vers l'emploi, alors, quel que soit, ça peut être de l'activité, bon, d'autres, ça peut être du bénévolat, mais en fait, ça rythme les journées. Et à partir de là, ce que dit l'équipe, par exemple, pour ceux qui doivent aller chercher sa méthadone, finalement, le rythme, ils ont un calendrier parce qu'il faut aller bosser. Et ça, le fait d'aller chercher la méthadone s'inscrit dans ce calendrier, et donc il n'oublie plus, il y va. Donc, c'est des petits exemples. C'est aussi se poser, finalement, on fait d'autres choses dans sa vie, on a des choix à faire entre si je m'intéresse à telle ou telle chose, que ce soit les jeux vidéo, est-ce que j'achète plutôt un jeu vidéo, est-ce que j'achète un produit, enfin ça met face à des choses qui n'existent pas quand on est à la rue, bien évidemment. La question du collectif, puisque c'est un autre axe qu'on voudrait vraiment explorer dans le cadre de cette expérimentation et de cette recherche. Alors là, c'est complexe, le collectif. Il y a à la fois des éléments positifs et puis parfois des éléments qui sont plus délicats. Il y a le fait que dans la rencontre, il y a des temps festifs, et dans les temps festifs, il y a des apéros, des barbecues, donc ça peut aller loin. Et souvent, là, la régulation peut se faire par les voisins, par le voisinage. Donc là, c'est intéressant parce que la régulation de la consommation, la modulation, les façons de consommer, etc., viennent pas de l'équipe de dire, là, maintenant, tu bois trop, faut arrêter, etc., sur un discours qui serait assez normatif, mais c'est bien pour le vivre ensemble dans ce lieu-là et qu'ils puissent continuer à rester dans cet écosystème, comment on peut faire pour finalement respecter les voisins et que chacun ait sa place. Donc ça a plus de sens, et ça, c'est des choses qui peuvent être des outils intéressants. Il y en a certains qui réfléchissent sur un café associatif avec des choses que vous connaissez, vous, en addictologie, et comment on peut intégrer ça à ces équipes. Souvent, la question, on parle de la question de la consommation dans le collectif par rapport aux troubles, et il faut réguler les tensions. Ce que disent les équipes, c'est qu'en fait, la présence au quotidien, parce que la question de, là, si vous voulez, développer le pouvoir d'agir, c'est dans l'action. Donc on est là au quotidien, on n'est pas là sur des postures de principe. Et la question d'être là au quotidien fait que finalement, la confiance, elle est beaucoup plus importante. Et que du coup, un certain nombre d'équipes disent que ça lève le déni. Ça ne veut pas dire forcément derrière qu'on va vers du soin ou de la prise en charge par rapport aux produits, mais en tout cas on en parle. Et voilà. Le Psychoactif est un site qui est pas mal utilisé aussi, et donc ça c'est intéressant. Voilà, donc en gros, moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que disaient les équipes, c'est que, en fait, ils prennent des chemins détournés, ils font ce pas de côté, et à partir de là, avec ce pas de côté, on peut orienter. Il y a un monsieur, peut-être dernier exemple, qui avait des problématiques plus psychologiques. En même temps, il y avait des questions liées à l'alcool. Ils lui ont proposé d'aller voir le psychologue en XAPA, et puis au bout d'un moment, ça a fait son chemin. Il est allé voir l'addictologue, et ça a débouché sur une prise en charge plus large. Donc, cette question
du déni qui peut être levée comme ça en étant sur cette présence au quotidien, qui est une présence d'être à côté, d'être bienveillant et d'être sur ces approches très particulières, c'est intéressant. Pour certains, ça peut déboucher sur du soin, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, ça ouvre le champ des possibles, ça permet de ne pas être là en frontal, autour d'une question de produit. Et puis vraiment, je pense qu'il faut être sur la dimension de l'activité, de l'emploi, qui est une dimension très importante. Voilà en quelques mots pour ces projets. Merci. Merci Pascal, oui. Savoir faire un pas de côté pour définir sa ligne droite. Mais une définition évitée avec ces patients cocaïnomanes. Mais je vois ce que tu veux dire. Troisième intervenant, Mister Chapard. Pierre. Bonjour. Tu vas bien? Yes. Rappelle-moi, psychoactif, ça a commencé en quelle année? 2006. 2006, c'est bien ce que je craignais. Ouais, ça défile, mais heureusement, tu es là et le combat continue, mais j'ai l'impression qu'il doit toujours continuer en termes, alors certains disent images, mais plus directes, de stigmatisation des usages et encore une fois, forcément, des usagers. Je te donne la parole. C'est de la stigmatisation dont je vais parler, donc un peu de psychoactif, puisqu'il y a une grosse réflexion à psychoactif là-dessus. À la réponse, tous les usagers, donc Pierre Chapard, je suis à la fois chef de service d'Inxapa, mais je suis aussi président de Psychoactif, donc un drogué. Voilà. Puisque c'est de bon ton de faire son coming out, mais même si toute la salle le sait. Mais bon. Mais c'est mieux, voilà. Alors, tous les usagers ont-ils besoin d'un accompagnement? Oui, mais pas forcément sur la dépendance et ni sur le sanitaire. Alors, que reste-t-il? Être épanoui, bien vivre avec les drogues et les addictions devrait être une priorité de l'accompagnement, notamment en réduction des risques. Pourvu qu'on ne voit pas la réduction des risques que comme du damage control sanitaire, y compris pour la population les plus à risque. La réduction des risques est en effet trop souvent uniquement sanitaire, se limitant au mieux à des prescriptions normatives sur les dégâts sanitaires et au pire, je suis désolé, à la lutte contre le VIH et le VHC. Mais il y a une réduction des risques qu'on a négligée, oubliée. C'est la réduction des risques qui combat et déconstruit la stigmatisation de l'usage de drogue et ses préjugés. C'est une réduction des risques citoyenne, psychosociale, émancipatrice, qui s'attaque au premier risque pour tous les drogués, c'est la stigmatisation. Donc là, je vais vous d'abord parler un peu de ce que c'est la stigmatisation quand on est un drogué. Et puis, je ne vais pas vous faire plaisir, mais aussi de la reproduction de la stigmatisation, y compris dans le milieu de l'addicto, qui est un milieu qui reproduit la stigmatisation. La stigmatisation, ça désigne le fait de jeter l'opprobre sur les drogués. Car ils ne répondent pas aux normes sociales du discours dominant, notamment sur l'abstinence. Mais la stigmatisation, ce n'est pas que changer un regard sur une personne, c'est aussi un processus de domination. C'est-à-dire, c'est la domination d'un groupe sur l'autre. Les drogués sont un groupe dominé par un groupe dominant, qui est notamment ceux qui construisent le discours dominant, qui sont la dictologie et les forces de l'ordre. Le discours dominant, c'est le discours commun qu'on a tous depuis qu'on est né. On est né avec, on l'a intégré. C'est quoi? Le drogué, c'est une personne immorale, manquant de contrôle, voleuse, menteuse. Et puis ça fait de l'usage d'une pratique de toute façon qui finit mal. Voilà, il y a des trucs, lune de miel, lune de fiel. On commence avec le cannabis, on finit avec une seringue dans le bras. Tout ça, ça rappelle ça. Les études montrent que la stigmatisation, elle touche tous les usagers. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui échappe à la stigmatisation, même s'il y a des degrés différents selon les usages et les produits. La stigmatisation est totale, elle emporte tout. C'est-à-dire que le drogué, il n'est pas père de famille, il n'aime pas les fraises, fait de la trottinette. Non, il est juste un drogué à qui on dénie la citoyenneté et qui n'est même plus un humain. Je rappelle ça, ce qui se passe maintenant avec le crack, où on caractérise les craqueurs comme des zombies à Paris, notamment dans les médias.
La stigmatisation est majoritairement inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on la reproduit. Et c'est pour ça que si à la question qu'on vous pose, vous n'êtes pas stigmatisant, vous répondez non, c'est que vous êtes stigmatisant. Alors, il faut faire une différence entre stigmatisation et discrimination. La discrimination, c'est vraiment une action pour nuire à la personne usagère de drogue. Et la stigmatisation conduit à la discrimination. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais c'est perdre son emploi parce qu'on se drogue, perdre sa famille parce qu'on se drogue, ne pas être soigné parce qu'on se drogue. Nous, psychoactifs, on appelle ça sevrez-vous, je vous ausculte après. C'est-à-dire qu'une personne vient voir un médecin pour des acouphènes, elle lui dit qu'elle fume du cannabis, le médecin lui dit arrêtez le cannabis et revenez me voir après. C'est véridique, c'est dans l'équipe de psychoactifs. Mais c'est ça et ça montre que la stigmatisation touche aussi les fumeurs de cannabis. Voilà. Alors, il y a deux composantes dans la stigmatisation. À voir, il y a la stigmatisation sociale, qui est d'être victime de préjugés par d'autres, et l'autostigmatisation, qui est de s'infliger les préjugés. Donc, je vais d'abord parler de l'autostigmatisation. L'autostigmatisation, c'est quoi? C'est les drogués qui ont intégré le discours dominant sur les drogues et avec tous les préjugés qui vont avec. Et c'est notamment pour ça que les drogués pensent qu'ils sont une mauvaise personne, parce qu'elles consomment. Cette autostigmatisation, alors on n'en parle pas souvent, mais elle alimente la honte et la culpabilité. Elle est responsable d'une baisse de l'estime de soi qui diminue le pouvoir d'agir et provoque des dégâts psychosociaux, par exemple les dépressions, le stress, la surconsommation, le craving. La surconsommation, c'est les gens, par exemple, qui consomment pour oublier qu'ils consomment. Elle empêche de vivre dignement sa consommation de produits et de s'approprier et conscientiser les bénéfices de la consommation. Comment accepter de voir les bénéfices alors qu'on ne voit que la honte et la culpabilité? Ça pose des questions notamment sur ce qui se passe des fois avec l'entretien motivationnel où on va demander mais quels sont les bénéfices à votre consommation? Mais en fait, la personne n'en sait rien parce qu'elle voit que la honte et la culpabilité. En plus, la stigmatisation, l'autostigmatisation, elle est aliénante. Et elle est renforcée par des biais cognitifs, par exemple, qui peuvent créer des prophéties autoréalisatrices. Il y a une prophétie autoréalisatrice que tout le monde connaît, c'est une personne qui a arrêté. Si elle consomme, c'est fini, elle rechute. Et voilà. Et donc, la personne va croire ça. Donc, si elle reconsomme, effectivement, c'est fini et elle rechute. C'est ça la prophétie autoréalisatrice. Et puis, ça pose aussi des questions au niveau addicto. Comment peut-on essayer de redonner du pouvoir d'agir à une personne tant qu'elle se considérera une sous-personne, sans estime de soi, incompétente? L'autostigmatisation entrave les résultats du rétablissement et dans d'autres, on ne peut pas parler rétablissement si on n'a pas parlé lutte contre l'autostigmatisation d'abord. Le problème, c'est que, en fait, dans notre milieu addicto, mais dont je fais partie aussi, on ne parle pas de stigmatisation, on ne parle pas d'autostigmatisation. Et même, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on fait le constat que nous, sans travail spécifique de construction de la stigmatisation, les soignants reproduisent le discours dominant et, du coup, reproduisent la stigmatisation sur les usagers. Et c'est même plus, parce qu'avec des biais cognitifs, en fait, ils créent le discours, ils sont plus stigmatisants, les soignants. Là, je parle plus comme un système et un dispositif. Par exemple, il y a un biais de cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire, si vous pensez que les usagers de drogue ne résistent pas à la frustration, on l'entend beaucoup dans l'Exapa, hein, et puis un usager arrive en retard et vous ne le prenez pas en rendez-vous. Et l'usager va péter les plombs, vous dire « Ah, je vous l'avais bien dit, les usagers de drogue ne résistent pas à la frustration. » C'est ça le biais de confirmation. Alors il y en a d'autres, hein, l'effet de halo, mais il y en a un qui est spécifique au milieu des cliniciens qui s'appelle l'illusion du clinicien. En fait, pourquoi? Qui est aussi dans la santé mentale. Hein. C'est-à-dire que dans le milieu addicto, on voit que les usagers qui vont mal. Et on peut avoir tendance à dire les usagers, ce sont les usagers qui vont mal. Et donc faire une généralité. C'est ça l'illusion du clinicien. Et ça, du coup, c'est de la stigmatisation. Alors, la reproduction du discours dominant, du coup,
il faut pas que les usagers consomment le discours dominant, il faut les faire arrêter. Donc ce qui peut se passer aussi dans les XAPA, c'est du coup un espèce de contrôle social pour que l'usager ne consomme pas. Et essayer par tous les moyens qu'ils ne consomment pas. Alors je vous en ai noté quelques-uns très vite fait. Les tests urinaires, par exemple, pour la méthadone, où on va tester toutes les semaines ou tous les mois, et pour tous les produits, même si c'est que pour les opiacés. Les remarques désobligeantes, que ça soit en équipe ou avec eux. Par exemple, un truc, il n'est pas dans le soin, parce qu'il consomme. Un des plus graves, l'exclusion de la phylactique si la personne injecte son Subutex. Alors, dernièrement, on en a eu une bonne aussi. Ne pas faire se croiser les usagers dans la salle d'attente. Parce que si jamais ils causaient entre eux et s'échangeaient des plans. Faire la police dans les toilettes, du XAPA. Mettre une caméra dans la salle d'attente, qui est une violence inouïe, puisque du coup, on considère les drogues comme une classe dangereuse. Voilà. Alors, les conséquences... Enfin, il y a des études, alors pas en France, il y a des études qui montrent que les XAPA sont le lieu de la reproduction de la stigmatisation. Et il y a une étude qui montre qu'en fait, plus les usagers de drogue vont dans les lieux de traitement de la dépendance, ou les XAPA, plus ils sont auto-stigmatisés. Voilà. Alors, on considère stigmatisation aux soignants, autostigmatisation de l'autre, c'est un cocktail complètement explosif, puisque du coup, la stigmatisation des soignants va faire qu'il y a de la maltraitance dans les centres, et qu'en plus, les usagers de drogue vont dire « mais c'est normal, parce que je suis une mauvaise personne ». Voilà. Et donc nous, à Psychoactif, on est le réceptacle de ça, de cette violence infinie envers les usagers de drogue, qui viennent le dire sur Psychoactif. La conclusion vite fait de tout ça, alors je n'ai pas parlé de la loi de 70, j'en parle juste en une phrase, c'est-à-dire que la norme sociale et la loi de 70 sont deux choses différentes. Effectivement, si on n'avait pas la loi de 70, ça serait plus facile de lutter contre la stigmatisation. Mais la stigmatisation, elle existe notamment, par exemple, pour les homos ou pour les personnes addictes à l'alcool. Il n'y a pas eu besoin de loi. Elle existe en soi, la stigmatisation, donc elle se combat aussi en soi. Alors, il y a des domaines qui ont intégré la lutte contre la stigmatisation déjà, notamment la santé mentale ou les femmes victimes de violences. Et en fait, la prise en charge dans ces domaines-là, elle inclut d'emblée la lutte contre la stigmatisation. Je parle chez soi d'abord, bah c'est ça. Et donc nous, on devrait faire ça. Dans le domaine de la santé mentale, il y a aussi un outil de lutte contre la stigmatisation qui est puissant, qui est la médiateur pair. C'est inclure des personnes qui ont un problème de maladie mentale dans l'équipe pour montrer qu'une personne peut faire ça. Et du coup, ça a un côté très positif sur les personnes d'un chez soi d'abord. Au niveau addicto, on a un petit peu, ça commence un petit peu, les médiateurs pairs, mais malheureusement, c'est souvent des médiateurs pairs qui vont être dans l'arrêt. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est, si tu arrêtes, tu peux être comme moi. Donc, à nouveau, on est dans la reproduction du discours dominant. Moi, je veux des médiateurs pairs qui puissent dire « je consomme, maintenant discutons comment on consomme, discutons comment tu consommes ». Voilà. Mais pour déstigmatiser, il ne suffit pas de changer le regard, puisque c'est un processus de domination. Donc il faut changer aussi les rapports de domination. Il faut changer les rapports entre dominant et dominé. Et cela ne peut être envisagé sans œuvrer à la reconnaissance et à la défense de la citoyenneté et des droits des personnes usagères de drogue. Voilà. Alors, en tout cas, pour nous, à Psychoactif, la RDR doit être ça. C'est un projet politique de changement des rapports des individus à la société vis-à-vis des drogues, de contestation du rapport dominant. Et donc, même si j'ai beaucoup cité les acteurs de l'addicto comme source de stigmatisation, vous êtes aussi une source de changement puisque vous êtes à l'origine du discours dominant. Donc, c'est aussi vous qui pouvez le changer. Et du coup, à Psychoactif, on appelle à un travail comme ça dans les structures et dans les fédérations pour enfin s'en prendre à la stigmatisation. Voilà. Merci. Sujet à la fois passionnant et émouvant. Merci. On a les 15 minutes faciles, 15-20 minutes.
Alors, je reviens quand même. Quentin, qu'est-ce que c'est les premiers gestes en addicto, puisque tu l'as cité? Oui, quand j'évoquais tout à l'heure les premiers gestes, en tout cas ceux qu'on accompagne en tout cas dans le secteur de la HI ou auprès d'autres et qui permet de faire la passerelle finalement entre les deux, j'évoquais en fait finalement des capacités de repérage, d'aller vers et finalement de pouvoir discuter conso avec une personne, et ce qui aujourd'hui ne va pas de soi, tout le temps discussion, et puis mettre en confiance finalement la personne sur sa consommation et sur le fait qu'il puisse en parler librement pour favoriser finalement son adhésion à un projet de soins qui soit sur le sevrage ou qui soit sur la réduction des risques. C'est en ce sens que, en tout cas, ce sur quoi on travaille avec le projet FRAP, c'est ça, c'est-à-dire c'est à partir du moment où cela serait fait et maîtrisé dans le secteur social, que ce soit dans la HI, mais que ce soit aussi potentiellement dans le handicap, dans l'asile ou quoi que ce soit, on considère, mais c'est une hypothèse, que la passerelle et finalement les orientations après qui pourraient être faites avec le secteur addicto, si finalement j'ai utilisé T'as du mal sur les passerelles avec le secteur addicto ou pas? Alors c'est justement... Non, mais réellement, je pense que c'est la deuxième partie du projet sur lequel les chargés de projet FRAP aujourd'hui travaillent beaucoup. C'est pas facile, non. C'est honnêtement pas facile, mais ça s'explique aussi. Il y a un travail aussi de représentation et de dialogue entre les deux secteurs à évoquer, de défiance mutuelle. Donc déjà créer les conditions du dialogue entre les deux secteurs et de la connaissance entre les professionnels, ça c'est important. Mais il y a également, je pense, tout simplement les XAPA, par exemple, qui ont des files actives qui sont déjà extrêmement remplis, qui ont besoin de moyens supplémentaires, même pour justement restructurer leur aller vers. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui était intéressant, et quand je parlais de procédure, c'est comment on l'adapte aussi aux usagers. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui peuvent être orientées sur un projet de soins en RDR alcool, qui arrivent où ce travail a été fait dans le secteur de la HI. Et en fait, le premier rendez-vous qu'ils vont avoir, alors que là, ça serait le moment pour qu'ils aient un professionnel de soins, ils vont directement refaire un travail d'évaluation dans le XAPA, etc., avant, et le temps qu'ils accèdent finalement à la fonction de soins, alors que ce travail préalable avait été fait déjà dans le secteur de la HI, est trop long, et du coup, ne favorise pas l'adhésion sur le long terme sur le projet de soins. Donc non, c'est pas facile, c'est un grand chantier, tout ça, mais qui demande... Un grand chantier. Alors, il y a une chose qui nous a toujours frappé depuis 20 ans, de tous les côtés, stigmatisation ou pas, c'est cette problématique, tu vois, des urgences en addictologie. En fait, c'est ce qui est en dérivé seconde quasiment, tu vois, par rapport au premier geste. Souvent, on pense au premier geste secouriste, arrêt cardiaque, on se met en PLS, etc. Là, les premiers gestes en addicto, c'est pour ça que je te demandais quelques précisions. Tu poses la question à chacun va te donner une réponse différente, et c'est faire ou pas faire, mais tu sais pas quoi. La demande d'urgence addictologique dans notre pays, on l'exprime, tu vois, depuis à peu près 20 ans, et là aussi depuis différents bords, mais je trouve que c'est pire maintenant, c'est-à-dire qu'à partir du vendredi midi jusqu'au lundi matin midi, quand il y a eu le débriefing, tu n'arrives plus à joindre personne. C'est une impression, tu vois, d'extérieur. Est-ce que toi, tu as la même difficulté maintenant ? C'est-à-dire que non seulement c'est compliqué en semaine, mais la semaine, c'est beaucoup rétréci, quoi. Alors, moi, personnellement, comme je disais, là, j'aimerais te donner la parole aux gens qui travaillent dessus. Je reste sur les premiers gestes pour pas que ça soit, si tu veux, encore une fois, de la théorie. Bien sûr, on a vraiment besoin de concrétiser. J'ai posé un échange avec Pascal tout à l'heure sur le petit jeune homme en bas de chez moi, tu vois, nourri et tout ça. Une fois qu'il a fait le 115, il n'y a plus rien derrière. Donc, qu'est-ce que me conseillait Pascal? Donc, c'est ça. Tu vois aussi les premiers gestes, les articulations, les grands discours, etc. À un moment donné, c'est à qui on s'adresse, à quelle heure, est-ce que c'est fermé, est-ce que c'est ouvert, est-ce que ça fonctionne, quoi. Et ton impression est que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas? Mon impression est que non, ça pourrait être amélioré, en tout cas pour des personnes qui sont en situation de très grande précarité, qui sont à la rue, aux marges de la société et qui ont des urgences en effet addictologiques. Je pense que la question de l'urgence de soins ne va pas de soi aujourd'hui, et que la stigmatisation dont parlait Pierre, elle s'exerce aussi bien que ça pas, mais également dans des milieux d'urgence ou des choses comme ça sur leur prise en charge. Après, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Donc, la parole circule, si les micros circulent, donc là c'est gentil, on a les projecteurs dans la figure, on ne voit pas les mains se lever, donc faites du bruit éventuellement pour vous signaler, merci beaucoup, ou allumer, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner le micro? Non? Non. Bon. Alors, on va donner le micro. Vous venez. Oui, vaut mieux. Viens. Tu te présentes si tu veux bien. Ah, tu passes le micro. Très bien. Voilà. Qui a levé la main? Qui a une question? Moi, j'ai juste une... Excusez-moi. Cédric, je travaille dans un XAPA à Tremplin 17. Effectivement, la question de la stigmatisation au sein des établissements, services des urgences, la société en règle générale. Mais il ne m'a pas semblé que vous ayez mentionné les usagers eux-mêmes. L'autostigmatisation, c'est ça. Hein. Ouais, entre eux, c'est ça. Entre eux et entre soi. Oui, entre soi, d'accord, mais entre eux, c'est assez violent également. Mais ils ont intégré le discours comme les autres, les usagers, donc ils le reproduisent comme les autres. Tout à fait. Et je pense pas que ce soit une exclusivité de l'addiction, enfin des addictions. C'est un phénomène Si on social. construit l'addiction, la particularité, c'est qu'elle construit le discours aussi sur les drogues. Donc elle aussi construit le discours dominant. C'est ça. Oui. C'est d'ailleurs paradoxal par rapport au discours artistique. Il y a beaucoup d'artistes qui sont portés au nu et tout le monde sait à quel point ils ont été défoncés de A à Z, ou des politiques comme Winston. Je disais, il y a dans l'histoire une sorte de contradiction, sans l'éternel mauvais jeu de mots. Hein. Vous avez quelqu'un dont on parle beaucoup par analogie actuellement, comme Winston Churchill, qui était connu pour ses consommations abusives chroniques d'alcool, et dans une biographie extraordinaire sur ce personnage, ô combien extraordinaire, d'Eric Larson, qui est un journaliste et écrivain américain, il y a un passage qui est terrible pour tous les addictos qui croient dur comme fer, qui servent à quelque chose. Clémentine, la femme de Winston Churchill, en ayant quand même un peu marre que 3 soirs de suite, pour pas dire 3 demi-nuits de suite, Winston est un peu exagéré, lui fait la remarque. Il dit, Winston, un peu pénible là. Et Winston répond, Clémentine, je le conçois, mais n'oubliez jamais ce que l'alcool m'a apporté. Point. Donc c'est pour dire sur... On parle réduction des risques. Il y a des risques, on le sait bien, sinon on n'interviendrait pas. Il y a des dommages, on le sait bien. Des dommages sur soi-même, des dommages sur la famille, surtout avec la cocaïne, l'alcool. Hein, je veux dire ça, sur l'altérité, des vrais retentissements. Mais si on ne prend jamais en compte les fonctions positives initiales, celles qui vont faire que quelqu'un va aimer cette consommation initialement, va la répéter, comprendra rien à l'histoire. Si on ne prend pas en compte non seulement les fonctions positives initiales, mais celles qui perdurent malgré l'apparition de risques, de dommages, je dirais de pesanteur sociale ou de stigmatisation, on sera en effet que sur un côté de l'histoire. Mais là, tu n'as pas cité la loi de 70, évidemment, mais il y a cette difficulté, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que si on parle de fonctions positives, comme je le fais là, initiales ou persistantes, eh ben on est dans la promotion, et donc sous le coup de la loi. Pascal. Oui, non, juste un mot sur la question de la stigmatisation par rapport aux questions de maladie mentale, de personnes qui vivent avec un trouble de la santé mentale sévère. C'est l'objet du Chez Soi d'abord, et c'est ce que tu as cité. Effectivement, là aussi, on s'aperçoit que c'est ce que disent les gens, hein, c'est-à-dire qu'il y a la maladie, mais ce qui est le plus dur, c'est le regard social sur la maladie. Parce qu'à un moment donné, leur parole est discréditée. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Et il peut y avoir un psychiatre qui, d'ailleurs, les hospitalise contre leur gré,
pour leur bien, bien sûr, et parfois c'est utile, et c'est pas du tout ça que je critique, mais c'est jusqu'où la parole, on peut tenir compte de cette parole, et quand est-ce qu'on n'en tient plus compte. Et je finis juste là-dessus. Effectivement, j'ai pas du tout parlé, parce que c'est pas forcément l'objet sur ces projets de l'AMI, mais des médiateurs de santé pair. Moi, je crois profondément, avec l'expérience du chez-soi, qu'on ne peut pas travailler sur du rétablissement en santé mentale sans médiateur de santé pair. C'est-à-dire, ça oblige les équipes à se décentrer et à avoir aussi ce regard de l'expérience, où on voit que finalement cette parole, que les gens ne sont pas réduits à leur maladie, comme je pense que tu as dit, elles ne sont pas réduites à leur consommation. Je connais moins le champ de la dictologie, mais là c'est très clair, et vraiment il faut du coup que ce métier-là soit reconnu, et que on permette aux médiateurs de santé pair de pouvoir réellement exercer cette fonction-là qui est essentielle. D'autres En haut, questions? en haut. En haut. Une question en haut, alors. Est-ce qu'il y a un micro en haut? Oui, oui. Super. Oui, bonjour. Julie Pomme, je fais actuellement une formation de médiateur santé pair. Et en fait, je suis d'accord pour pas stigmatiser les personnes et les usagers, parce que moi j'ai été stigmatisé peut-être, mais Pierre Chapard, vous disiez que en fait le médiateur santé pair devrait consommer. Non, je suis pas d'accord avec vous. Sur une certaine, il peut avoir des patients qui consomment. Moi, je ne consomme pas. Je dis, ok, vous gérez votre consommation comme vous voulez. Et de toute façon, on sait bien que les personnes ne peuvent pas être abstinentes totales. Ça, je sais bien. Ça, je le sais bien. Mais pour moi, pour ma part, vous dites que les médiateurs santé pair ne devraient consommer. Non, je montre un petit peu l'exemple. C'est tout. Je pense, pour moi, hein, pour ma part, parce que ça fait quand même 3 ans que je me suis quand même sorti du crack. Ce n'est pas rien. Parce que les personnes qui prennent du crack sont dans, justement, la colline, sont dans un désespoir total. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais dans ce cas-là. Je n'avais pas de logement et tout ça. Voilà. Pierre, si tu veux bien, j'ai une question aussi. Je suis là. J'ai une question aussi dans le chat qui fait écho. Quelqu'un qui disait des médiateurs santé pair qui consomment. Est-ce raisonnable? Donc ça fait un peu écho à la deuxième question. Peut-être vous pouvez faire d'un coup double. Est-ce que des chefs de service qui consomment, c'est raisonnable? Non, mais parce que ça, c'est une question. Alors vraiment, c'est la stigmatisation absolument pure. C'est-à-dire qu'on va remettre les compétences de la personne parce qu'elle consomme. Voilà, donc, voilà. Et puis consommer est quand même un terme un peu général. Tu es d'accord? Là, toi qui te bats sur les généralités, je veux dire qu'il y a clairement sur des postes à haute sécurité, je ne parle pas forcément du soin, mais ça existe, y compris pour le chef de service alcoolo, chirurgien, tu vois. Heureusement qu'il y a des agrégés ou des chefs de clinique qui sont très diplomates et on lui enlève généralement à partir de midi, tu vois. Il n'est pas stigmatisé de la même façon, on est d'accord, mais quelle substance permet telle activité, tu vois, dans les entreprises, tu le sais bien, pour des postes à haute sécurité, c'est une question quand on parle de trucs. Quand tu prends l'avion, si tu vois déjà ton commandant de bord complètement pété, t'es pas trop sur le discours sur la stigmatisation. Tu changes d'avion quand même. Si c'est un alcoolo, vaut mieux qu'il consomme, l'aviateur. Si c'est un alcoolo, c'est comme Winston Churchill, tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux pas qu'il fasse en effet son délirium très mince. Et il faut que tu lui apportes toi-même sa consommation et que tu la régules, tu vas bosser pendant le vol, quoi. Non, mais après, on entend bien, si tu veux, que ta phrase dans un discours pouvait être reçue délicatement parce qu'il est clair
que quelqu'un qui est en état d'ébriété, tu vois, donc l'abus, si je parle du truc, quelqu'un, au contraire, comme tu viens de l'évoquer avec le commandant de bord en sevrage délirium très mince, Gaïa-Wernicke ou Korsakov, on va pas prendre l'avion non plus, tu vois. Donc ça demande évidemment beaucoup de précision, même si on a compris l'idée, comme la réflexion. Quoi. Et oui, et puis, je veux dire, quand on consomme, ça ne veut pas dire qu'on consomme tout le temps, y compris dans son métier. Tu vois, c'est ça aussi. Absolument, c'est l'évaluation des conséquences comme des fonctions positives. Mais moi, je l'entendais plus, si tu veux, sur la nécessité, encore une fois, d'information et d'information réelle, à la fois sur les risques, les dommages, les gens qui meurent de leur consommation. Hein, tu es d'accord, y compris sur la voie publique, hein, sur les accidents qui ont fait un certain nombre de bruits, tu vois, et qui peuvent se tuer, s'auto-tuer et tuer les autres, bien évidemment. Mais l'information, moi, je le dis souvent, j'ai l'impression qu'on est comme il y a 40 ans sur la dépression, quand même les gens qu'on aimait bien, on leur tapotait sur l'épaule en disant allez, fais un effort quand ils étaient dépressifs, tu vois, tu pourrais te secouer un peu. Moi, je pense que c'est plus dans ce domaine-là, tu vois, qu'il faut réfléchir, donner les informations. C'est pour ça que je questionnais sur les premiers gestes, sur les premières paroles. Est-ce que quand on échange, on dit on échange, on parle, on fait un petit déjeuner, un café, un truc, mais on parle de quoi? Je dis tu consommes comment? Ou on parle de quoi? De l'endormissement, de la disparition, au contraire, de la partie onirique, par exemple, sous héroïne, tu vois, de l'endormissement, de la difficulté du réveil avec telle ou telle substance, ce que ça change dans la timidité, éventuellement dans la sexualité. Etc. C'est ces précisions-là du discours, et moi je suis entièrement d'accord sur le truc de stigmatisation, tu vois, mais si on ne gagne pas en précision, que ça soit sur les fonctions positives initiales, pardon pour mon expression, tu vois, répétition là-dessus, que ça soit pour ce qu'une substance psychoactive fait, modifie sur la relation aux autres, sur la perception du temps. Sur la perception du temps. Tu as tellement de personnes qui seraient ravies d'avoir du temps libre, sauf que la majorité, pardon d'employer l'expression, mais je suis médecin, de nos patients et patientes, dès qu'ils ou elles ont du temps libre, c'est une menace. Et l'automédication face à la perception du temps menaçant, tu vois, qu'est-ce que ça marche bien, les substances psychoactives là-dessus. Donc on gagne en précision, tu vois, sur ça, sur le sommeil, sur la relation à l'autre, sur la pensée. Tu connais bien les hyperactifs qui s'automédiquent avec un certain nombre de substances. On voit bien la nécessité d'avancer sur le TDAH, le diagnostic, y compris chez l'adulte. C'est cette précision-là, même s'il fait un peu médical. Mais je crois que tout en te suivant complètement, tu vois, sur la nécessité toujours et toujours, dans tous les domaines de la médecine, Pierre, l'abus médical, tu sais bien qu'il a été dénoncé par beaucoup, de la gynécologie au mandarin qui a le droit de se bourrer la gueule et pas les autres. On est d'accord, il y a un énorme effort à faire. Mais ça ne suffit pas si on n'est pas dans une précision des fonctions des substances psychoactives. Complètement. Et juste pour revenir sur le médiateur pair, moi, il y a un médiateur pair qui laisse la place à l'autre, qui lui dit bah, vous pouvez arrêter, ou qui parle de rétablissement, c'est-à-dire vous pouvez continuer à consommer. Moi, ok. Mais moi, dans le médiateur pair, il y a aussi un savoir expérientiel que les professionnels n'ont pas, parce que les professionnels qui ne consomment pas ont une vision très abstraite de la consommation, et le médiateur pair, il va pouvoir aussi parler consommation parce qu'il sait ce que c'est, lui, que la consommation. Voilà. Pardon, ici, en bas, à votre droite. Anne Guérin, SOS Solidarité. Pour le coup, moi, je trouve que dans la stigmatisation qui est institutionnalisée, on a un décret qui est sorti pour l'ouverture des haltes soins addiction, donc salle de consommation. Il est prévu, il est fortement encouragé qu'il y ait des salariés usagers pairs, précisant dans le décret, donc de la part de l'État, que les usagers pairs ne pourront pas avoir accès à cette salle.
En fait, ils peuvent aller à l'accueil, ils peuvent aller à la sortie, mais ils ne peuvent pas être dans la salle où il y aura de la consommation. Du coup, ça, c'est pour le coup une vraie stigmatisation, discrimination étatisée, on va dire. Je me demandais s'il n'était pas prévu que certaines structures fassent des recours pour enlever cette phrase du décret. Mais rien que dans le terme HSA, excusez-moi, mais le terme HSA supprime déjà la consommation et on parle halte, soins, addiction. On parle d'arrêt et plus de consommation. On n'est plus du tout dans les salles de consommation. Je ne sais pas pourquoi on a accepté ce terme-là, mais... Bon. On sait. Ouais. D'autres questions? Oui, moi j'en ai en tout cas une réflexion. Déjà, merci pour vos interventions et merci Pierre d'aborder ce qui généralement fâche et ce qui nous permet de nous engueuler dans le milieu de la dicto, et ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est constructif. Après, effectivement, il y a la question de la dissonance cognitive dans laquelle on se trouve aussi au niveau sociétal, avec une guerre larvée effectivement à la drogue de façon un peu conceptuelle et aussi réelle, hein. Et effectivement le travail qu'on mène au quotidien pour essayer de déconstruire aussi, hein, la place des usagers et du produit dans leur vie, hein, dans leur parcours de vie. Et simplement sur les rapports de domination, bon, moi j'ai l'impression quand même que c'est en train de se lisser. Je suis assez d'accord avec les punchlines que tu as envoyées tout à l'heure, qui nous permet aussi de regarder d'où on vient. Mais c'est en train de se lisser progressivement, et effectivement la question du sachant, hein, d'intervenants spécialisés en addictologie qui connaîtraient mieux, hein, le produit que la personne qui vient en parler dans son intimité, parce qu'ils abordent leur intimité clairement. C'est en train de vraiment de se changer progressivement, et je pense qu'on peut être dans l'espoir qu'on sorte clairement de cette situation qui est un peu effectivement parfois ambiguë. Ouais. Mais en tout cas, merci d'avoir abordé ça. Ouais, là, tu me fais penser, il y a eu, je crois, c'était l'été dernier, la parution d'un bouquin de Virginie Despentes nommé, intitulé « Cher connard ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Eh ben, vous avez tort. Vous avez tort de ne pas l'avoir lu, parce que d'abord, c'est une super écrivaine, originale, et le bouquin est fabuleux, et il parle beaucoup, beaucoup des drogues et des addictions. Et ce qui m'avait vraiment frappé, ce sont deux choses. D'abord, quasiment 50 définitions des drogues ou des addictions qui sont plus justes les unes que les autres, sur lesquelles on s'arrête et on se dit « Waouh, bien vu, quoi. » C'est ça. Ça, le problème, il y en a 50. Ce qui provient de la difficulté déjà de canaliser, tu vois, une première chose. Et quel que soit le talent de Virginie Despentes, une abondance dans les discours, notamment sur les addictions, des métaphores. Donc c'est pas simplement monkey on the shoulder et tout ça, mais moi je me suis toujours méfié, pardon de le dire et répéter, mais je le dis souvent aux usagers parce que je trouve que ça, tu veux, ça gâche un peu l'intention initiale, que ces putains de métaphores, je les entends en tout cas comme un manque de précision, tu vois. Parce que sinon, après, c'est le diable, le démon... bon, tu connais toute la liste, tu vois. Et c'est là, encore une fois, où je pense qu'on a un travail pour la déstigmatisation qui passe par la précision, pour laquelle, souvent, la métaphore peut être l'ennemi. D'autres questions? Oui. Carl Cerny de la Sauvegarde du Nord. Je me permets d'apporter 2-3 précisions sur la question des HSA. On en a pas mal parlé. On a pas mal parlé, Pierre, déjà sur cette question-là, récemment encore. Donc, première chose, la halte n'est pas considérée comme, en tout cas, dans l'esprit du juriste, comme un stop, mais comme une sorte de maison. Après, on peut discuter sur l'appellation halte soins addiction. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus, il n'y a pas de sujet. Sur la question des cahiers de charges, en ce qui concerne les salles de consommation à moindre risque ou les HSA, les décrets d'application depuis la loi de Marisol Turenne 2016 ne sont toujours pas sortis.
Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de pères aidants ou de médiateurs de santé, puisque les décrets d'application ne sont pas sortis et les cahiers de charges ont été modifiés. Autrement, également, il y a eu une phase d'expérimentation qui a été validée suite à une enquête menée par l'INSERM en 2021, si je ne me trompe pas, qui est favorable à l'exploitation et l'augmentation de ces salles de consommation, ou HSA, peu importe comment on les appelle, qui n'a pas été retenue. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, même dans une autre commission, dans une collectivité locale, de discuter avec un commissaire qui dit que cette étude menée par l'INSERM sur l'impact positif de ces salles de consommation est probablement politiquement connotée. Ça me fait rire, c'est quand même un organe de l'État scientifique dont les résultats ont été validés par la Milteca. Donc voilà, je me permets juste d'apporter 2-3 précisions sur cette question-là. Et pour moi, en tout cas, si on passe ce step-là pour l'ouverture de ces espaces de consommation à l'interne de l'existant ou dans des nouveaux lieux, et là je fais référence à ce que disait Pascal aussi, les espaces pour les grands marginaux, il va falloir retravailler sur les cahiers de charges, sur les préconisations, parce que ce qu'on a jusqu'à présent est inopérant. Merci. Merci à toi. Une dernière question avant la route? Si. Tout en bas à droite. Des choses à ajouter? Martine Lacoste, Clémence Iseur à Toulouse et au bureau de la Fédération Addiction. Moi, plus fort, madame. Hein? Tu peux, s'il te plaît, Martine, tu peux plus fort, on ne t'entend pas. Tu veux que je parle plus fort? C'est mieux comme ça? Vous entendez? Oui. Parfait, vas-y. Moi, j'ai une histoire en tête sur la stigmatisation qui me restera toujours sur le cœur, je vais le dire comme ça. C'est l'histoire d'un ancien usager qui était à Marmottan, qui est venu travailler à Clémence Isor à Toulouse, dans le Carude, tout à fait au début. Il habitait la campagne. Et il appelle un dimanche un médecin généraliste parce qu'il va très mal. Le médecin généraliste, il ne le connaît pas parce qu'il est soigné, voilà, il avait le VIH, pour d'autres raisons, à l'hôpital à Toulouse. Le médecin généraliste le rencontre et lui demande de lui raconter un petit peu sa vie. Et il ne le croit pas quand il lui dit qu'il ne prend plus de drogue. D'accord ? Il ne le croit pas. Si bien que il m'appelle en urgence, me raconte cette affaire, et je lui dis, écoute, appelle telle personne à l'hôpital. On était encore à un moment où, à l'hôpital Joseph Ducoing, que connaît bien Pascal, on pouvait encore appeler l'urgentiste un dimanche, c'était un copain ou une copine, bref. Je lui raconte, je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, machin. Évidemment, je lui dis, en même temps, tu fais une valise, tu vas à l'hosto, de suite. Voilà. Opération immédiate de la vésicule biliaire. À 2 heures après, il y passait, dit le chirurgien. Pour moi, la question se pose pas en termes affectifs, j'ai envie de dire, dans la discussion, elle se pose presque en termes de droit. Je veux dire que les histoires de stigmatisation, ça fait que, par exemple, 700 000 morts aux États-Unis par fentanyl, s'il y avait une comète qui avait écrasé 700 000 personnes, le monde entier, la planète entière, en aurait parlé et l'aurait considéré comme une catastrophe et pris véritablement des mesures, oui. Et la question, elle est, où est la limite de ce qui peut être fait à quelqu'un pour la représentation qu'il a dans une société? Voilà. Mais vraiment, tu as parlé des HSA. Moi, le terme ne me gêne pas. Je me suis dit, peut-être que ça va permettre d'ouvrir des choses. Si ça peut éviter certaines dérives médiatiques aussi,
Voilà, c'est pas si mal. Halte, c'est pas si mal, au fond. Ça ne veut pas dire halte à la drogue. Ça veut dire halte, une halte, on s'arrête. On se pose. Bon, passons. De fait, autre point de stigmatisation, pourquoi ce sont les préfets qui doivent décider ou pas de l'ouverture d'une halte de soins addiction? Depuis quand un préfet est-il en charge des questions de droit à la santé? Depuis que le ministère de l'Intérieur s'occupe plus de la santé que le ministère de la Santé. Maintenant. Voilà, c'est pour ça que c'est pas... Je ne doutais pas que tu allais trouver la bonne phrase. Je t'en remercie. Je t'en prie. Voilà. Toujours un plaisir. On vous souhaite, on vous remercie, Martine, entre autres. Bonne fin d'après-midi. Merci Pascal. Merci Pierre. Merci Quentin. À très vite. Merci à vous.